J'invite dans ce nouvel épisode Kevin Dufresne, spécialiste du growth hacking. Nous allons voir avec Kevin les bonnes pratiques pour utiliser le growth comme un catalyseur de vente et surtout comme un accélérateur de business. Kevin va m'expliquer pourquoi est-ce une erreur d'opposer growth, marketing et vente. Nous allons voir comment utiliser le growth hacking pour optimiser son temps et ses tâches. Et enfin, quelles sont les bonnes pratiques à adopter et les exemples d'une stratégie en vente réussie grâce au growth hacking. Si le podcast vous plaît, allez sur leshéros-de-la-vente.com, vous y trouverez énormément de contenu, newsletters, tous les épisodes du podcast et également mes books, le playbook de vente et le guide de la prospection téléphonique. Bon épisode! Avant de commencer l'épisode, je voulais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas et qui, j'espère, devrait vous apporter de la valeur. Il y a 4 ans, je me lançais dans l'entrepreneuriat. Dès le début, j'ai eu énormément de questions et de problématiques, tout ce que vous pouvez imaginer quand on lance une activité. Au même moment, je rencontre dans l'incubateur dans lequel j'étais 2 entrepreneurs qui me montrent un outil qu'ils ont développé eux-mêmes. Cet outil me permet de gérer toutes ces questions de CRM, de facturation, de gestion RH et de compta. Là, je me dis, waouh, c'est hyper simple, c'est pas cher, je peux créer un devis client, retrouver les échanges mails de ce client, le facturer, générer des rapports sur mon activité. Et après avoir testé énormément d'outils, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma botte secrète. Cet outil s'appelle Axonote et aujourd'hui 40 000 personnes l'utilisent au quotidien. Pour ma part, je l'ai toujours et je le recommande à de nombreux entrepreneurs et je suis vraiment heureux aujourd'hui qu'Axonote soutienne les héros de la vente. Comme on dit à Toulouse, merci les copains. Bon épisode à vous. Bienvenue sur un nouvel épisode Les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Kevin Dufresne. Kevin, salut. Salut Alexandre, bonjour à tous. Ouais, alors Kevin, en général, je demande aux invités de se présenter. Là, j'essaye d'innover un peu. Je te propose d'expliquer aux auditeurs pourquoi c'est intéressant de te connaître. Ah, c'est une question, tu me retournes la question. Un peu plus dur. Ok, pourquoi c'est intéressant de me connaître je suis quelqu'un qui est fasciné par le test et l'optimisation de process, de techniques, d'innovation, de méthodes. Donc en fait, moi, mon rôle au quotidien, c'est de tester les choses qui fonctionnent et de les partager aux personnes qui ont envie de bosser avec moi. Je pense aussi être fondamentalement quelqu'un d'assez créatif par la connaissance, des connaissances marketing techniques que j'ai aussi. Donc je pars parfois assez loin sur les idées, et c'est ce qui crée d'ailleurs à la majorité, il y a des gens qui m'ont suivi quelquefois, qui ont monté des boîtes grâce entre guillemets aux idées que j'avais eues sur des méthodes de prospection ou sur des façons d'envoyer des messages à des prospects. Donc voilà, si vous voulez en gros de l'inspiration, des méthodes et des techniques, venez me suivre. C'est pas une réponse évidente parce que du coup tu dois parler de tes avantages et tes forces, mais fondamentalement, ouais, je pense que ça peut être ça. Voilà, bah t'as un peu introduit le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler. Je vais faire 2-3 épisodes sur le growth hacking. Alors c'était un mot à la mode il y a quelques années quand c'était un peu la mode des startups. On en parle beaucoup moins aujourd'hui. Je sais pas si tu as un avis là-dessus, pourquoi on en parle moins, ou c'est rentré un peu dans les mœurs. Bah, je pense qu'on en parle toujours autant. Le problème, c'est que il y a peut-être beaucoup moins de confiance en ce métier, et ça a jamais été un métier vraiment très clair comme boulot. Il y a des acteurs aussi qui beaucoup aux États-Unis en fait. Il y a beaucoup de contenu aux États-Unis, un peu moins en France. Mais je pense que c'est principalement dû au fait qu'il y a eu beaucoup d'arnaques autour du gros hacking. Bon, forcément, c'est des hackers, quoi. Des gens qui disaient, oui, je vais te développer, je vais te développer des séquences de prospection, et les gens touchaient 10 000 euros, 15 000 euros par mois pour faire ça. Alors qu'en fait, c'était juste des outils assez connus au quotidien. Ce qui en soi n'est pas du tout le gros hacking. Donc il y a beaucoup de gros hackers qui sont venus et qui ont dit non, mais ça c'est pas du gros hacking, arrêtez de dire n'importe quoi. Et puis ça revient franchement beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat s'intéressent énormément à ce métier encore. Donc je pense au contraire que c'est en énorme croissance, enfin moi, en tout cas de ce que je vois de mon côté. Je pense que de toute façon, c'est un peu comme pour tout, il faut s'intéresser à un sujet pour voir que
pour que l'algorithme et les algorithmes en général te proposent des contenus en fonction de ça. Donc typiquement, tu vois, demain, tu vas sur ma chaîne YouTube ou tu vas sur mon compte TikTok ou sur mon compte Instagram. Je suis convaincu que dans les mois prochains, tu vas être bombardé de trucs sur le gros hacking. Mais effectivement, je pense que il y a peut-être des métiers qui se sont un petit peu désintéressés. D'ailleurs, c'est ce que je trouve un petit peu dommage, notamment je pense aux commerciaux. Du coup, c'est aussi l'objectif de ce podcast aujourd'hui d'en discuter. Je trouve que c'est dommage parce qu'il y a tellement de choses à faire avec ce métier et c'est les compétences qu'un commercial a. Moi, les meilleures personnes les personnes qui sont devenues les plus successful après ma formation sont des commerciaux, pour plusieurs raisons, et on va l'expliquer avec les questions que tu vas me poser. mais en tout cas, quand on regarde la courbe du gros, ça continue quand même à bien se faire connaître. Puis je pense aussi, après, je te laisse continuer à poser des questions, mais que Oussama et The Family avaient un écosystème quand même. Donc j'ai travaillé moi à The Family, avec un écosystème et une visibilité quand même assez forte. Du coup, dès qu'il parlait de gros hacking, bah, c'était vu par des centaines de milliers de personnes, ce qui est un peu moins le cas aujourd'hui. C'est un peu plus difficile d'avoir la notoriété qu'ils avaient. Donc voilà. Voilà, bah écoute, tu as bien introduit le sujet. Aujourd'hui, l'idée de l'épisode, c'est de voir comment les commerciaux peuvent utiliser le growth hacking et comment le growth hacking peut aider les commerciaux. Donc toi, tu fais des formations sur le sujet et t'es pas un commercial, mais finalement, la finalité est la même, c'est de vendre un produit ou un service. Et donc, pourquoi tu voulais faire aujourd'hui ce sujet entre le lien entre le commercial qui va présenter un produit et le growth hacking? C'était quoi ton idée derrière? Ouais, il y a des milliers de sujets. Je sais pas comment forcément structurer toutes les pensées que je vais dire, donc je vais lancer ça un peu, un peu comme ça. Déjà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est un peu la définition que moi j'en ai du gros. Tu vois, peut-être partir sur ça pour ensuite éclairer plus précisément sur ce qu'apporte ce métier à des commerciaux. En fait, il y a beaucoup de personnes, et il y a eu un énorme débat à un moment autour de ça. Tu sais, est-ce que ça s'appelle du growth marketing, est-ce que ça s'appelle du gros entrepreneuriat, ça s'appelle du growth machin. En fait, on fait du growth à côté de n'importe quoi. Moi, je suis assez proche du terme hacking pour plusieurs raisons, parce que le terme hacking, pour moi, a deux sens. Le premier sens, c'est le terme hacker. Concrètement, moi, je sais faire des choses qu'un pirate informatique aujourd'hui est capable de faire. Donc, que ce soit trouver des informations personnelles ou professionnelles sur un prospect. Aujourd'hui, je vais te lancer un truc, mais par exemple, ce qu'on faisait à l'époque, bon, tu as Lusha, par exemple, c'est typiquement des outils qui te permettent de pirater et qui viennent d'une base piratée d'ailleurs. Et moi, je suis capable aujourd'hui d'être en mesure d'aller récupérer ces données et créer mon propre outil Lusha sans avoir besoin de payer 60 balles par mois. Je suis capable d'automatiser plein de choses, je suis capable de voler des audiences de mes clients, voilà, des trucs concrètement de hacker. Et l'autre définition du hacking que j'ai, c'est le côté hack. Et un hack, c'est une idée originale qui vient de toi, dont tu es le seul propriétaire et qui te permet de gagner du temps, gagner de l'argent ou économiser de l'argent. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, tu prends 40 minutes pour aller aller à ton boulot, par exemple, et un jour, tu tournes à droite et tu en mets plus que 10. Donc, tu as gagné 30 minutes sur ton trajet. Tu te doutes bien que ce nouveau trajet, ton objectif, c'est de le partager au moins de personnes possible, parce que si tu le partages à tout le monde, ta rue, elle va être bouchée, et du coup, ça va plus du tout être un hack, tu vas mettre 1 heure plutôt que 40 minutes, donc ça va totalement échouer. En fait, ce que je te raconte là, c'est un peu ce qui s'est passé depuis les dernières générations avec le gros hacking, et c'est peut-être aussi, du coup, pour répondre aussi à ta question, pourquoi les gens se désintéressent un peu du gros hacking, c'est qu'en fait, nous, ça fait plus de 15 ans, par exemple, qu'on fait de l'automatisation sur LinkedIn. Ça fait plus de 15 ans qu'on utilise des outils comme Lusha, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que les gens pensent qu'il n'y a pas d'autres hacks qui existent aujourd'hui, alors qu'il y en a vraiment des milliers que moi je partage dans ma formation. Et ce hack-là te permet d'avoir un avantage concurrentiel sur n'importe qui. Tu vois, à l'époque, moi je me rappelle de quand j'avais lancé des boîtes, nous à l'époque on avait fait des trucs de gros bourrins, on ajoutait des gens sur LinkedIn, on ajoutait, je sais pas, 10 000 personnes sur LinkedIn à peu près, donc des audiences très B2B, ça c'est un truc qu'on faisait à l'époque. Et en fait, quand tu exportais la base de tes relations LinkedIn, LinkedIn
t'offrait l'email et le numéro de téléphone personnel de la personne, sans que tu aies rien demandé, tu vois. Donc en termes de RGPD, c'était franchement, les gens ils pèteraient des câbles à l'époque. Mais en tout cas, on faisait ça, et en fait, on avait une base d'audience de 10 000 personnes hyper qualifiées. On les mettait dans une audience Facebook, tu vois. On faisait un lookalike, et plutôt que de dépenser 10 000 balles à essayer de trouver et de donner suffisamment de data à Facebook, en un import, on avait pratiquement une audience hyper qualitative, tu vois. On avait aussi la possibilité d'envoyer des liens traqués dans des messages, tu vois, pour que les personnes soient retargetées pendant un mois avec des articles psychologiques pour te dire quel est le meilleur impact à avoir sur, enfin, pourquoi est-ce que vous devriez prendre ces solutions et pas une autre. En fait, juste en cliquant un lien, on mettait un pixel sur l'autre, et on arrivait même aussi à découvrir les personnes qui visitaient notre site internet en faisant une iframe sur un site internet, en mettant l'URL du profil LinkedIn de la personne, tu sais, en voyant qui a visité ton profil. Et on pouvait envoyer un message à la personne qui visitait notre site internet, tu vois. Donc en gros, voilà, tu vois, il y avait plein de trucs, et il y en a encore plein des hacks. Et ça te permet effectivement d'avoir un avantage sur beaucoup de choses, quoi. Ouais. Effectivement, j'ai l'impression que c'est sans doute la médiatisation de The Family à l'époque qui a médiatisé ce terme de growth hacking. Il y a eu plusieurs étapes dans l'évolution de ce concept. Il y a eu l'étape où finalement les gens pensaient que pour réussir, il fallait faire du growth hacking. Et c'était un peu la voie royale quand tu montais une boîte, une start-up pour réussir. Après, tu as eu la deuxième étape où finalement, on s'est rendu compte que la plupart des gens, le growth hacking, c'était, comme tu l'as dit, l'automatisation d'envoi de messages sur LinkedIn ou sur mail. Même effectivement, c'est sur mail, ça existe depuis de nombreuses années. Et après, là, j'ai l'impression qu'il y a une troisième étape où c'est peut-être aussi pour ça où les gens se délaissent un peu ce terme-là. C'est que finalement, comme tout le monde le fait, cette automatisation LinkedIn, alors que le growth hacking, c'est autre chose. L'effet pervers que ça donne, c'est que tu vois souvent le hack entre guillemets de très loin, tu vois que c'est une prospection automatisée, tu réponds plus du tout, les gens bombardent des messages pas du tout quali, et du coup les gens finalement aujourd'hui oublient un peu ce terme-là, repassent à des méthodes plus manuelles, plus quali. Alors aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est de créer du contenu, tu vois, c'est ça aujourd'hui. On a l'impression que c'est la nouvelle voie royale vers la réussite, c'est de créer du contenu. Et encore une fois, sans doute que dans quelques années, les gens vont trouver autre chose. Alors qu'en fait, tout ça, c'est d'essayer d'arriver à un point B en partant d'un point A en gagnant du temps. J'ai l'impression que finalement, le growth hacking, pour toi, c'est d'optimiser au maximum le temps que tu vas passer sur une tâche. Et donc là, aujourd'hui, on peut essayer de voir comment un commercial peut optimiser son temps. Donner des exemples. Ouais, tout à fait. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Effectivement, de toute façon, l'objectif, c'est ce que je disais, je pense, que ce soit le moins connu du commun des mortels, entre guillemets. Bon, des gens ont fait du business avec, et je pense que c'est plutôt tant mieux pour eux. Fondamentalement, je pense qu'il y a des choses quand même qu'il faut avoir en tête, c'est que en fait, et on dit souvent le hack ne fait pas le business, et je suis assez d'accord avec ça. Et à travers ça, il y a deux choses. La première, c'est que vous avez beau faire autant d'automatisation LinkedIn que vous voulez, avec le meilleur message du monde, si votre produit est pourri ou votre service est pourri, votre offre est mal packagée, votre boîte est mal brandée, toutes ces choses-là, votre produit se vendra jamais, fondamentalement. Donc c'est l'idée du product market fit. Le product market fit, pour l'audience qui nous écoute, s'ils savent pas ce que c'est, très simplement, à The Family, on l'expliquait comme ça, c'est trois choses. La personne comprend ce que vous faites. La deuxième, c'est les personnes achètent ce que vous faites. Et la troisième, c'est les personnes recommandent ce que vous faites. Fondamentalement, moi, j'ai assez pour habitude de dire, je sais pas, t'es célibataire, tu parles à ton pote, tu l'appelles ou tu lui envoies un message, tu dis, j'ai une énorme soirée avec que des mannequins. Je fais un truc un peu de séduction, toi. Je pense que t'es commercial, tu sais que ça se passe un peu aussi comme ça, mais j'ai que des mannequins. Normalement, l'invitation, c'est 3 000 € la soirée. J'ai un +1. Est-ce que tu viens ou pas? Votre pote célibataire serait complètement fou de dire non. Et je pense que dans la vente, c'est un peu pareil. C'est d'essayer de vendre quelque chose dont les personnes ont réellement besoin et réellement envie, tu vois. Et je pense que tout l'enjeu est là quand les personnes se disent oui, je vais faire de l'automatisation LinkedIn, etc. Moi, je trouve que la majorité du temps, les offres sont hyper mal packagées, le market fit n'est pas du tout trouvé, et donc du coup ça entraîne des spams, et les gens sont lassés de ces choses-là.
Et pour répondre à ta deuxième enjeu par rapport à tout ça, c'est que du coup, aujourd'hui, tu es un peu obligé de te différencier par rapport à l'approche, par rapport au message, par rapport à la segmentation, pour faire croire à la personne. T'as plusieurs possibilités. Soit tu fais croire à la personne qu'en fait, tu lui envoies un message personnalisé. Donc, par la personnalisation, le gros hacking, comment il intervient. Dans un premier temps, il va réussir à intervenir d'un point de vue d'enrichissement de données. Par exemple, moi, je suis en mesure, depuis un email de quelqu'un ou un numéro de téléphone de quelqu'un, de connaître son profil Facebook. Un truc tout con, par exemple. Mais ce qui est un canal qui est très peu exploité par les commerciaux aujourd'hui. Pourtant, Facebook est un canal qui fonctionne extrêmement bien. Moi, j'ai coaché des gens qui font entre 20 et 50 000 euros de CA tout seuls, juste par l'automatisation Facebook, tu vois. Et là-dessus, enfin, moi j'ai la croyance que Facebook, si tu mets pas d'ads, ça ne marche pas. Là, c'est des choses sans ads ou... Sans ads. Ah oui, c'est du message. Ouais, c'est du message. D'accord. Donc, en fait, c'est juste de se dire, OK, je t'envoie un message sur LinkedIn, est-ce que tu vas renvoyer un message, enfin, vraiment faire du multicanal, quoi, et demander ton prospect sur tout ça. Et en fait, le pire, c'est que ça fonctionne, parce que les gens ont un usage beaucoup moins personnel que Facebook il y a quelques années, donc du coup, ils se disent, bon, OK, je reçois un message. Après, vu que c'est un canal, voilà, je vous partage typiquement Hack, puisque c'est un canal qui est pas du tout utilisé par les commerciaux, tu vois. Et pourtant, il y a des gens, moi, que je coach vraiment, preuve à l'appui si vous voulez, hein, mais vraiment ils font énormément de closing grâce à ça. Ouais, c'est intéressant le canal Facebook parce que finalement là aussi Facebook on n'y pense plus trop, on délaisse etc. Alors que ça reste finalement le réseau social où il y a le plus de personnes actives et souvent d'ailleurs de tous les âges hein. Et pourtant on a l'impression que tout le monde est à fond sur LinkedIn, maintenant peut-être un peu sur TikTok aussi. YouTube, mais Facebook, on n'en parle pas du tout, alors que je pense que tu as un terreau assez fertile. C'est énorme, et surtout que les Facebook, c'est hyper facile de trouver ton audience, tu vois. Sur les groupes Facebook, il y a des gens qui sont là depuis plusieurs années, c'est pas si difficile, enfin, techniquement, du coup, là, tu vois, c'est là où je voulais en venir après sur la deuxième façon de pouvoir, en tout cas en prospection. Après, on a sûrement plus des façons d'utiliser le gros hacking, mais en tout cas sur ces deux exemples-là, c'est effectivement l'enrichissement sur Facebook. Et si on pousse le sujet sur Facebook, c'est maintenant techniquement comment est-ce que tu fais en sorte d'approcher cette personne-là automatiquement. Donc c'est plus par rapport à la tech. Donc d'un côté, tu as de l'enrichissement et de l'autre côté, tu as de la tech. Et ça te permet d'avoir des audiences et des messages qui sont hyper utiles, hyper pertinents. Moi, par exemple, tu vois, ce que j'ai fait, c'est d'ailleurs j'ai fondé une boîte, un nouveau SaaS qui s'appelle Unicity, dont je t'avais un petit peu parlé, peut-être que tu en as entendu parler récemment. Unicity, c'est un outil qui permet de faire croire à ton prospect que tu as enregistré une vidéo Loom personnelle, alors qu'en fait, tu en as envoyé 100 à différentes personnes. Tu as envoyé le même message à la même personne. Comment est-ce qu'on fait ça? On automatise tout simplement la prise de screenshots, en gros, de sites internet depuis des URL. Donc, ça peut être des URL LinkedIn, ça peut être des URL de sites internet, ça peut être des URL même de Welcome to the Jungle, tu vois. Je suis en train de tester plein de formats là-dessus. Donc, par exemple, en arrivant sur une page d'entreprise, en disant, j'ai vu que vous recrutiez, par exemple, je prends toutes les entreprises qui recrutent plus de 2 commerciaux. Je dis, j'ai vu que vous recrutiez plus de 2 commerciaux. Nous, on propose de former des commerciaux avec gros hacking. Je serais ravi d'échanger avec vous et de faire croire que j'ai enregistré une vidéo personnalisée sur Welcome to the Jungle, tu vois. Et du coup, ça te crée une centaine de vidéos comme ça sur différents prospects. L'autre cas d'étude que j'ai en tête, c'est par exemple d'aller chercher par exemple tous les Alexandres qui sont commerciaux comme toi et de dire, salut Alexandre, j'adore ton profil LinkedIn, écoute, moi je fais du gros hacking. Les freelances, donc tu segmentes aussi avec le freelance. Tu vois, le mot, en fait, c'est assez drôle parce que le prénom, vu qu'on a l'habitude de l'automatiser, on pense pas à le segmenter sur LinkedIn, alors que quand tu es dans le message fait vidéo, ça marche super bien, quoi. En fait, tu peux faire bonjour Alexandre, j'adore ton profil LinkedIn, même sans forcément ajouter des screenshots, et ça fonctionne très bien. On a aussi une autre dimension sur les personnes, tu vois, qui sont, donc ça, je suis aussi en train de l'automatiser, des personnes qui ont téléchargé, par exemple, des documents sur mon site internet, depuis, techniquement, encore une fois, un email personnel ou un email professionnel, je suis capable de retrouver le profil LinkedIn de quelqu'un. Du coup, de segmenter ma base et de l'envoyer potentiellement automatiquement à des commerciaux. Par exemple, si la boîte a plus de 20 à 50 salariés, je vais l'envoyer à, Pascal. Si elle a plus de 50 salariés, je vais l'envoyer à Vincent, etc.
Et en fait, avant de l'envoyer à Vincent, ce que je peux faire, c'est passer entre les mailles du filet, enrichir avec les numéros de téléphone, enrichir avec les emails personnels. Et en plus de ça, un jour avant, je leur envoyais une vidéo personnalisée, tu vois, en leur disant « Salut, j'ai vu que t'avais téléchargé notre brochure sur notre site. Du coup, je serais ravi d'échanger avec toi. » Personnalisé venant du commercial en question. Donc en fait, tu vois, tu as des sales process que tu peux mettre en place hyper créatifs qui améliore sensiblement tes conversions et du coup ton taux de closing. Donc, Ouais, en fait, tu en as parlé, tu as dit le mot-clé. Pour réussir sa prospection aujourd'hui, bon, effectivement, il faut avoir un bon produit, bonne marque, etc. Mais il faut savoir se différencier. Tu nous as donné un exemple, par exemple, la prospection via des vidéos Loom. Donc ça, c'est quelque chose, j'en ai beaucoup parlé dans le podcast, mais en fait, peu de gens le font parce que c'est hyper chronophage. Tu dois aller sur le site du prospect, faire ta vidéo Loom, ça prend plusieurs minutes, tu dois la refaire parce que tu bégayes, etc. C'est horrible. Et là, tu apportes une solution où finalement, plutôt que de passer des heures et des heures sur cette prospection, tu vas passer 1 heure et tu vas avoir les mêmes résultats. Même pas 1 heure, en fait. Vraiment, oui, voilà, c'est une fois que tu as enregistré ta vidéo. 10 minutes, voilà. Écoute, ça m'intéresse. Avec plaisir. Je suis en bêta pour l'instant, donc si tu veux tester, avec plaisir. Pour ceux qui sont intéressés aussi, voir la démo, c'est Unicity avec un y.video. Voilà, je le dis si vous voulez être intéressé. Pour l'instant, je suis encore en bêta fermée. Mais avec plaisir, Alexandre, tu auras ta place. Je veux bien tester, parce que j'ai pas mal d'idées là-dessus. On peut donner d'autres exemples. Moi, par exemple, j'ai bossé là, avec un growth hacker, avec une équipe commerciale. C'était assez intéressant parce que jusqu'à présent, on essayait de faire des hacks nous-mêmes avec les commerciaux. Donc, ça marchouillait, tu vois. Et là, on a eu un growth hacker qui nous a dit, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Donc en gros, on lui a demandé de nous scraper des leads. Donc par exemple, on visait la cible, les agents immobiliers en France. Et on lui a demandé, voilà, on veut telle et telle franchise, tel réseau d'agences, Stéphane Plaza par exemple. Et on voudrait que dans notre CRM, chaque jour, on puisse avoir un certain nombre de leads qui arrivent avec l'email et le numéro de téléphone. L'email, en un clic, la personne reçoit un mail personnalisé. Et ensuite, elle rentre dans une boucle si elle ne répond pas, ou dans le CRM, elle rentre dans une séquence où on doit l'appeler manuellement. Et donc là, ce qui se passait, c'est que les BizDev, finalement, ils avaient juste à dire le nombre de leads qu'ils souhaitaient par jour. Il y avait une boucle d'email qui s'enclenchait automatiquement, donc le BizDev n'avait rien à faire. Et ensuite, la deuxième étape, et c'est là où on fait le lien entre le growth et le commercial, c'est que le BizDev allait décrocher son téléphone pour appeler. Donc peut-être qu'en fait, le mail, la personne ne répond pas, mais par contre, tu as toute une étape où on va chercher un contact, on le scrape, on le met dans un CRM, on envoie un mail qui, en fait, ça prend, si tu le fais manuellement, ça peut prendre 1 heure. Et là, c'était automatisé en quelques secondes, le BizDev avait ça. Et c'est pour montrer, en fait, un exemple, la puissance que ça peut donner si tu fais un combo growth hacker plus BizDev. Ouais. J'irais même encore plus loin que ça. Super intéressant le cas d'étude. Mais en fait, aujourd'hui, on est vraiment dans une ère où, et tous les investisseurs te le diront, où on a envie de faire plus avec moins. Tu vois. Et moi, pour la petite histoire, là, je suis en train de lancer une nouvelle boîte aussi qui s'appelle Le Collectif. Oui, je monte plein de projets. Puis, la personne la moins focus du monde sur mon business. Et comme tu peux automatiser des tâches, t'as plus de temps. Et c'est souvent ce que je dis aux gens. Ils disent, oui, ça va, tu bosses pas trop? Je fais, non, ça va, je suis juste tranquille, quoi. C'est vrai que je dis souvent, si j'avais pas des techniques de growth, j'aurais dû être 20 personnes dans mon équipe, et pour l'instant, je suis tout seul. Donc, c'est très bien. J'ai juste des assistants parfois qui m'aident sur des tâches que j'ai pas envie de faire. Mais en tout cas, par rapport à ça, on est vraiment dans une ère où il faut faire plus avec moins, tu vois. Et l'objectif effectivement d'un sales, et je le vois avec du coup la personne qui bosse avec moi sur le projet Le Collectif, donc si vous voulez regarder, vous regarderez aussi. Je vais pas mettre tous mes liens parce que voilà, sinon ça va croire que je fais de la pub, mais en tout cas Le Collectif, je bosse avec un vrai commercial, tu vois, quelqu'un qui fait du cold call tous les jours. Donc déjà, la première chose, et on bossait ensemble, on était ensemble dans mon appartement, et je l'ai regardé, et du coup, je lui pose une question, je dis, ça va, tu t'en sors? Il me fait, putain, ça me fait chier, faut que je copie toute la base de Welcome to the Jungle dans le CRM. Du coup, moi, surpris quand même, c'est quelqu'un qui vient d'une belle boîte, dans un écosystème scale-up. Je dis, mais je comprends pas, t'as un gros hacker en face de toi et tu demandes pas de faire ça. Donc en fait, il avait passé déjà presque 3 heures à copier-coller chaque élément dans son CRM.
Moi, je suis arrivé, et tu te doutes bien que je sais très bien scraper Welcome to the Jungle en peut-être 10 minutes. J'avais une base de données hyper qualifiée avec toutes les variables qu'il faut sur Welcome. Je l'ai enrichi avec LinkedIn en 10 secondes. Ça m'a permis de faire une audience de 700 personnes ultra qualifiées avec zéro mauvaise donnée, on va dire, des personnes ultra qualifiées. Et je me dis juste, tu vois, en fait, c'est juste une phase d'expérimentation, tu vois. Et pour compléter ce que je dis par rapport à ton idée, tu vois, de Le Bon Coin, ou plutôt de Stéphane Plaza, en fait, l'objectif de former un sales, pour moi, c'est de multiplier. Tout est dans la multiplication d'idées. C'est-à-dire que plus tu fais de choses, plus tu as de chances que ça marche. Et dans le contenu, c'est pareil. Tu vois, tu disais que le contenu était clé. Mais en fait, plus tu fais de contenu, plus tu as de chances qu'un contenu explose. Et c'est souvent la notion du 80-20. Tous les youtubeurs et tous les créateurs de contenu te le diront. Et donc, en fait, de te mettre et de former tes équipes sales à ces compétences-là, ne serait-ce qu'à des petits métiers du gros, le scrapping, l'automatisation, les API. Ça suffit largement pour faire en sorte qu'un sales soit hyper efficace, soit en termes de productivité, parce qu'il va se dire, OK, en fait, je crée des devis à la main, là, c'est plus du tout possible, j'automatise le truc avec un spreadsheet, avec une app script, en 2 secondes, c'est fait, je gagne 3 heures de mon temps, tu vois. Ou alors, je vais aller, en termes de créativité, chercher d'autres canaux, comme on a dit avec Facebook, pour pouvoir amener mes clients et augmenter mon taux de conversion. Et aussi, peut-être, dans un troisième temps, de tester beaucoup plus de choses. Tu vois, là, le fait que tu aies peut-être pas fait l'expérimentation de ton gros hacker, c'est peut-être que tu savais pas le faire, ou savais pas par où commencer pour le faire. Et c'est le fait d'être créatif, pour moi, c'est hyper important dans le business, d'autant plus dans le commercial, hein, je pense que tu le sais autant que moi, et de trouver des manières différentes de penser. C'est comme ça que tu trouves les hacks, quoi. Et j'irais même encore une dernière chose qui est peut-être un bonus sur l'élément que je dis aujourd'hui, c'est que dans le commercial, tu as vachement un élément de confiance qui est hyper important. Et tu disais que tout à l'heure, le contenu, c'était quelque chose de fondamental, tu vois. Et en tant que growth, ton objectif en tant que solopreneur comme moi, c'est effectivement d'augmenter tes taux de closing. Moi, je fais par exemple 0 relance. Donc, je sais que je suis dans un podcast de sales. Je suis désolé, c'est ce qui m'écoute, mais je n'ai pas de CRM. Je ne fais aucune relance. C'est-à-dire que je pars du principe que les personnes que j'ai eues au téléphone, c'est oui ou c'est non et je vais pas m'amuser à les faire. Déjà parce qu'en fait, j'ai entre 5 et 10 leads par jour qui m'appellent. Donc, en fait, je suis clairement surchargé, je suis full, donc j'ai pas du tout, j'ai autre chose à faire que de relancer les gens. Deuxième, c'est que je pense qu'en fait, mon market fit, il est suffisamment fort pour que la personne au téléphone, elle comprenne très rapidement que potentiellement, en tout cas, je dis moi, je suis en biais aussi, c'est ma boîte, donc c'est différent, mais je sais que mon programme et la proposition de valeur et la niche dans laquelle je me suis positionné dans mon market fit est suffisamment intéressante pour attirer les bonnes personnes qui correspondent à l'exacte offre dont ils ont besoin. Donc, déjà, je pense que mon taux de closing est important par rapport à ça. Et enfin, le troisième élément que je dirais, c'est que vu que je fais du contenu, que les gens me voient sur YouTube, que les gens me voient sur LinkedIn, mon taux de closing explose, tu vois. Enfin, si je te donne des statistiques, je suis entre 80 et 90% de taux de closing sur les personnes que j'ai au téléphone. Donc, c'est des process que j'ai raccourcis vraiment de manière extrêmement courte sur des paniers moyens qui peuvent aller de 2000 à 6000 euros. Donc, quand tu es tout seul, ça va, tu vois, très, très vite. Et du coup, de juste te dire, OK, cette personne m'a prouvé son expertise parce que je passe dans un podcast aujourd'hui, parce que j'ai fait une vidéo YouTube, parce que je l'ai aidé il y a 1 an sur un truc qu'il a fait. Donc, c'est ce qu'on appelle une flywheel, donc une boule de neige, en fait, qui s'accélère et qui grossit d'année en année. Et en fait, de construire ça dans une équipe commerciale, parce que moi, je suis tout seul, hein. Encore une fois, je fais du contenu sur LinkedIn, par exemple. Je fais entre 200 et 300 000 par semaine de visibilité. Donc, ça fait à peu près 1 million de visibilité par mois tout seul. Imaginez si vous avez 10 commerciaux, vous en faites 10 millions, quoi. Il suffit juste d'apprendre à le faire. C'est ça qu'en fait, j'arrive pas trop à comprendre parce que même au-delà de la visibilité et des leads que ça va vous rapporter, ça va aussi vous ramener une confiance. Les gens vont faire confiance à votre marque, vont faire confiance à votre produit. Et moi, je vois souvent, tu vois, et c'est ce qui me frustre énormément aujourd'hui, des entrepreneurs dont l'acquisition dépend uniquement d'eux, tu vois. Moi, j'ai pas d'équipe, donc en fait, je connais peut-être pas encore les enjeux qu'il y a derrière tout ça, mais la première chose que je fais, moi, quand je m'associe avec quelqu'un, c'est de lui transmettre tout ce que je connais, tu vois. Donc, il y a plusieurs entrepreneurs aujourd'hui qui sont connus sur LinkedIn, qui ont écouté les choses que je dis et qui se sont fait connaître grâce à ça et qui sont du coup devenus influents et qui ont des taux de closing extraordinaires. Et c'est des choses que j'arrive pas trop à
peut-être en fait, peut-être qu'ils pensent que c'est pas possible, peut-être que c'est parce que je sais pas, toi t'es sales, donc peut-être que tu pourras répondre à cette question, mais peut-être qu'ils ont l'impression qu'on est encore dans une méthodologie peut-être qu'ils ont l'impression qu'en fait, c'est pas possible de faire autant avec si peu, tu vois, peut-être, alors qu'en fait, je suis convaincu que si tu fais gagner ne serait-ce que 3-4 heures par semaine à ton sales, avec des automatisations, des process, des machins, il arriverait à passer le temps à écrire, il arriverait à créer du contenu, il arriverait à, tu vois, à se créer un personal branding autour de lui et la marque, du coup. Ouais. Non, mais c'est sûr que tu l'as dit, hein, les nouveaux, on peut dire les BizDev 2.0, d'ailleurs, c'est le titre d'un épisode que j'ai fait il y a 2 ans, tu vois, déjà dans le podcast. Mais en gros, on peut se dire qu'un BizDev d'aujourd'hui pourrait maîtriser les notions de scrapping, d'automatisation et les API, tu l'as dit toi-même. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu sais, les nouvelles écoles de vente, les Iconoclast, YouMind School, Rocket School, normalement forment à ces choses-là. Bah, Et je suis pas sûr. Au début, ils le faisaient. Ouais. Mais justement, ils se sont repositionnés sur Vraiment sur de la vente pure. ouais, bah tu vois, typiquement, moi, je fais plus d'intervention. Au début, j'en faisais. Donc, il y a 1 an et demi. Et puis, du coup, c'est plus le cas. Je pense que leur positionnement, justement, peut-être que les entreprises n'ont pas envie de ça, tu vois. C'est ça que je me pose comme question aujourd'hui, c'est que peut-être que les entreprises n'ont pas envie que leurs commerciaux soient focus sur le scrapping, l'automatisation, parce que ça reste quand même. Moi, il y a des gens d'Iconoclast qui viennent faire mes formations. Le niveau, je pense, en tout cas en termes de grosses, bien entendu, en fait, c'est pas je pense, c'est que c'est sûr. Le niveau de grosse d'Iconoclast versus mon niveau à moi, il a rien à voir. Tu vois, enfin, moi, je pense qu'il est beaucoup plus expert. Et je pense que tu t'allies les deux, tu deviens vraiment une machine de guerre, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. En fait, tu allies un bon commercial avec des techniques de growth, donc par exemple un freelance ou un growth en interne. Tu ajoutes à ça la puissance, par exemple, du contenu dont on a parlé. Donc là, tu as un triptyque qui est assez imbattable. Alors, il faut partir du principe que le produit que tu vends et la marque soient solides, à des fondamentaux solides. Mais si les fondamentaux sont solides et que tu as le triptyque sales, growth, contenu, là, tu peux devenir imbattable. De toute façon, ceux qu'on voit aujourd'hui percer, c'est en général, tu vois, on les 3 choses. Par exemple, je pense à une boîte qui marche bien en ce moment. On en a pas mal parlé aussi ces dernières années. C'est, tu vois, l'Lemlist. Donc le produit est fondé justement sur un hack ou un growth qui est l'automatisation de mail et de LinkedIn. C'est un peu ce dont on a parlé. Le contenu de l'Emlist est quand même assez fort. Hein. Là, ils ont une chaîne YouTube qui est en anglais d'ailleurs parce qu'ils adressent le marché international. Et les sales, j'ai l'impression que les sales de l'Emlist, j'ai eu affaire à un sales il y a peut-être 2 ans, donc ça a dû changer, mais ils sont plutôt à la pointe des techniques de vente. Et donc voilà, tout ça, ça fait que l'Emlist finalement est valorisé un certain nombre de millions d'euros et tourne, alors que pendant très longtemps, ils n'avaient pas levé de fonds. Tout à fait. Je crois que ça a changé. Ils ont dû lever quand même malgré tout, malgré toute la com qu'ils ont fait là-dessus. Ouais, bah, ils ont vendu des parts de boîtes, mais ouais, Après, tu vois, je pense aussi dans le gros, peut-être le souci, c'est que ça crée un peu des entrepreneurs. Tu vois. Pour moi, le gros, c'est vraiment un métier d'entrepreneur, c'est de faire moins avec plus, construire une offre, etc. Et quand je dis même de moins avec plus, j'y vais encore même plus loin en disant plus petite équipe avec plus de revenus. Tu vois. L'objectif d'un gros, c'est quand tu regardes même les Lemlist, ils sont une petite équipe par rapport à tout ce qu'ils engrangent comme monnaie. Moi, je connais des entreprises qui font entre 300 et 500 000 euros par mois seules ou à deux, tu vois, même des millions. Et en fait, moi, je suis vraiment fan de ces bootstrappers de dingue qui arrivent à avoir vraiment une vision de business et qui arrivent à faire en sorte que eux-mêmes représentent 10 personnes en termes de productivité, tu vois. Et donc, l'agilité, et je pense que, tu vois, c'est bête, mais plus tu es nombreux, moins tu vas vite, plus tu as des process. Et quand moi je bosse avec des boîtes, avec le gros, c'est extrêmement difficile de dépasser les process, de dépasser les hiérarchies. Quand je dis, voilà, parce que le gros, c'est que de la rapidité d'exécution, c'est que ça. Et même la richesse que tu crées, et je pense que tu le sais, toi, plus tu exécutes, plus tu fais de podcasts, plus tu vas avoir de gens, plus tu vas avoir de gens, plus tu vas être connu, plus tu vas être connu, plus tu vas gagner d'argent. Et je pense que la rapidité d'exécution est fondamentale dans une entreprise et d'avoir des barrières et des limites, ne serait-ce psychologiques, process, hiérarchie, ça
ça fait qu'en sorte, en fait, que si vous créez une mini-équipe de 10 ou 3 personnes qui savent exécuter comme des machines de guerre, vous pouvez vous attaquer et concurrencer des entreprises qui sont beaucoup plus grandes, qui sont 100 ou 200, vraiment facilement. Pourquoi ? Parce que ce que je disais dans un post LinkedIn que j'avais écrit, c'est que c'est beaucoup plus le bordel chez eux qu'on peut le penser, tu vois. Et ils font beaucoup plus de conneries que vous pouviez l'imaginer avant. Moi, tu vois, je me suis quand même attaqué à un marché qui était quand même... faut aller quand même avoir les reins assez solides de se dire, je vais m'attaquer à un marché du gros hacking parce que c'est censé être les meilleurs marketeurs de France. Ils étaient d'équipes de 15 à 20 personnes, j'étais tout seul. Mais en fait, je sais qu'après cette expérience, que même si vous attaquez à un marché comme celui-là, vous avez toujours possibilité d'aller plus vite qu'eux parce que, par exemple, je te donne un exemple, moi, je peux baisser mes prix de 50% demain. Ça ne me changera pas forcément ma vie, quoi. Je suis tout seul dans ma boîte, donc j'ai qu'un salaire à me payer, j'ai pas de frais, j'ai 0 budget d'acquisition, je suis dépendant d'aucun canal d'acquisition, tous mes leads viennent du SEO, de YouTube, de LinkedIn et du contenu que je fais tous les jours. Donc en vrai, j'ai pas vraiment de peur de baisser mes prix et de casser mes prix. Donc je suis un acteur hyper instable dans un écosystème qui peut effrayer énormément la concurrence, je pense, hein. Mais même si, tu vois, Germinal est arrivé en bombe, et du coup, ça c'était une bonne leçon d'ailleurs, Germinal, parce que moi, quand ils sont arrivés, je dis, oh là là, putain, je vais perdre tous mes clients, ça y est, je vais fermer ma boîte, c'est sûr. Finalement, ça a continué un peu de tourner, mais là, tu vois, ce qui a joué, c'est la vision marché que tu avais du gros. Et c'est pour ça qu'en fait, peut-être que moi, le gros, ça fonctionne encore aujourd'hui, c'est que j'ai une vision que les gens aiment bien, tu vois, que les gens apprécient, qui est très marketing tech, un peu geekos, mais pas développeur. Qui testent des trucs, tu vois, j'ai des vidéos YouTube pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez aller voir, où j'enregistre derrière des bibliothèques qui sont vides. Et d'ailleurs, les gens se foutent de ma gueule, mais tu vois, c'est assez drôle en fait de dire que tu vas enregistrer dans des endroits qui sont what the fuck, et qu'en fait les gens vont booster ta publication juste en commentant le fait que ta bibliothèque est vide derrière, quoi. Donc tu vois, ça c'est un hack qui peut être assez hack, ouais. Et d'ailleurs, je voulais te demander, tu nous parles donc de création de contenu, donc t'es pas seulement un growth qui cherche des hacks sur de l'acquisition de leads, donc tu crées du contenu aussi. Est-ce que sur la création de contenu, tu as trouvé des hacks ? Parce que j'ai l'impression, tu vois là, moi j'en fais aussi beaucoup du contenu en ce moment. Alors j'ai trouvé des process qui me permettent d'aller plus vite. Tu vois, par exemple, Buffer qui te permet de publier sur plusieurs réseaux, plusieurs vidéos sur plusieurs réseaux. Mais est-ce que toi, tu as trouvé d'autres hacks sur cette création de contenu ? Bien sûr, je vais te les partager tout de suite. Pas de problème. Ouais, non, mais effectivement, le contenu, en fait, c'est vraiment une des compétences qui existent depuis très longtemps, qui sont toujours à réinventer, en fait. C'est-à-dire que le contenu, par exemple, qui se passait sur... Alors déjà, la première chose, quand vous créez du contenu, il faut choisir le type de format avec lesquels vous êtes le plus à l'aise. Moi, par exemple, la vidéo, je suis pas forcément à l'aise, ça me saoule le montage. Toi, tu fais du podcast, tu sais que c'est long de faire du montage de podcast. Donc, choisissez si vous êtes à l'aise avec ça, fine, et que vous déroulez votre vidéo. De toute façon, c'est que plus vous faites, plus vous allez être bon. Mais en tout cas, essayez de choisir le format qui vous prend, entre guillemets, le moins de temps à créer. Tu vois, moi, un post LinkedIn, ça me prend 10 minutes à faire. Je fais 20-50 000 de visibilité. C'est hyper rentable pour moi, tu vois. Ça, c'est la première chose. Allez vers les formats sur lesquels vous êtes bien, avec lesquels vous vous sentez bien. Toi, tu poses des très bonnes questions dans ton podcast, tu sens que tu as de l'expérience, je pense que c'est pas venu du premier coup, mais en tout cas, c'est un format, je pense, qui me plaît d'échanger avec les gens de cette manière, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut penser quand on crée du format, c'est qu'en fait, et ça, c'est l'erreur que j'ai fait, entre guillemets, sur la première année de ma boîte, c'est que j'ai parlé exclusivement du bottom funnel. Vous savez, il y a le tofu, bonfu, bofu. Bon, on va pas faire un pitch sur tout ça, mais en gros, vous avez le top funnel, c'est-à-dire les gens qui vous découvrent, le milieu funnel, les gens qui vous suivent, et le bottom funnel, les gens qui vous achètent. Je le fais vraiment très, très, très large. En gros, c'est ça. C'est des contenus qui sont censés avoir cet objectif-là. Quand on fait du top funnel, il faut bien penser à une chose, c'est qu'on parle à des humains. Et qu'en fait, les humains s'intéressent pas qu'à du gros hacking. Moi, si je faisais que des contenus sur le gros hacking, je pense que mon audience serait beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. Donc en fait, vous devez faire en sorte de créer du contenu qui ramène une foule. Par exemple, quand on parle du système de buzz, hein, c'est ce qui s'est passé aussi avec Germinal. Germinal s'est fait... Grégo Gambato était quelqu'un d'hyper clivant, il parlait pas de grosse, il parlait pas de formation. En tout cas, il engrangeait, tu vois, une masse de personnes à travers son contenu. Et pour engranger ce masse de personnes, donc vous faites rire quelqu'un, ce quelqu'un va venir sur votre profil, ce profil va l'intéresser et il va prendre rendez-vous avec vous, tu vois. Donc en fait, il faut être le maximum visible sur le maximum d'audience possible.
Donc l'erreur que la majorité des entreprises font aujourd'hui, et d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi ils font cette communication parce que ça ne marche pas. Tu vois, moi j'ai encore eu un client que je coach qui me dit je paye 5000 balles une community manager, donc tout taxe comprise, hein, bien sûr. Et en fait, ça me ramène 3 likes par mois, tu vois. Donc, ce qu'il faut réussir à bien comprendre, c'est que vous avez 4 types même de contenus à créer autour de vous, autour de votre marque. La première, c'est le divertissement. Donc, ce que je vous dis, les gens aiment bien rigoler. Tu vois, là, aujourd'hui, j'ai fait un contenu sur LinkedIn avec un mème. J'aime bien faire les mèmes, parfois ça m'éclate. Et en plus, ça me prend pas beaucoup de temps à faire. Donc, les gens aiment bien sourire, aiment bien débattre, etc. Donc, il faut faire sourire son audience. Divertir. Ce qui se passe beaucoup sur YouTube en plus. Hein. Ça, c'est vraiment du entertainment apprentissage. La deuxième... Infotainment. Exactement. J'ai mal dit, mais en gros, tu associes le divertissement à l'éducation. Ouais, et moi, tu vois, sur mes contenus YouTube, c'est vraiment genre, c'est un peu comme les seules vidéos que tu vois de moi sont les mêmes vidéos que tu peux voir des Indiens. Tu sais qu'ils disent, bon, je vais vous montrer comment faire les trucs hyper techniques avec des API et tout. Et je me suis dit, putain, et en fait, genre, je m'en suis rendu compte à un moment, je me suis dit, putain, mais le mec fait 200 vues alors qu'il amène une valeur de malade mental, tu vois. Donc en fait, ça prouve bien, et même les posts, fondamentalement, où je ramène le plus de valeur, sont des posts qui font le moins de vues. Donc en fait, ceux qui font le plus de vues, ce sont forcément les trucs pourris, et ceux qui vous pensez que vous bossez vraiment le truc, etc., vous verrez, ça apporte pratiquement rien. Donc autant parfois faire juste un mème, et faire marrer les gens, et que si les gens sont intéressés par ce que vous faites, viennent vous suivre, et regarde, ils sont un peu curieux, de toute façon, vous voulez amener des curieux, vous voulez pas amener des gens qui s'en foutent, okay, des gens qui sont curieux, qui font venir votre profil. La deuxième façon de pouvoir créer du contenu, c'est bien entendu d'éduquer votre audience. Donc les éduquer sur des outils, par exemple dans mon cas, les éduquer sur des façons de faire, sur des nouvelles, toutes ces choses-là. Donc les éduquer sur les nouveautés. La troisième façon de faire, et qui marche extrêmement bien sur LinkedIn en ce moment, et c'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de photos de gens qui disent oui, j'ai raté ma boîte, j'ai eu un cancer, j'ai eu 3 enfants, et en fait c'était super dur de me relever, mais bon, keep going, c'est l'inspiration. Les gens adorent vivre par l'inspiration et à travers les histoires des autres. Donc il faut que vous créez le maximum de contenu autour de vous, autour de ce que vous avez appris, de ce qui vous inspire, de ce qui vous aide dans votre quotidien. Et enfin, la dernière chose que vous pouvez faire, c'est l'information. Vous partagez de l'information à votre audience, vous donnez de la valeur gratuite à votre audience. Vous n'avez pas réussi à closer un deal, bah c'est parce qu'il s'est passé ça, tu vois. Et c'est différent de l'éducation, parce que éduquer, c'est plus autour d'un marché, et informer, c'est plus autour de vous, quoi. Ouais, finalement, tu vas donner du contenu gratuit à forte valeur ajoutée. 99% des gens vont le regarder, vont être contents. 1% des gens qui vont te suivre vont vouloir travailler avec toi. Et toi, finalement, 99% de ton contenu est gratuit, mais le 1% du contenu payant, tu le vends aux 1% des gens qui te suivent. Enfin, c'est un petit schéma caricatural, mais l'idée, c'est de dire tout le contenu que tu fais, en fait, le 1% des gens qui te suivent, ça va te permettre de faire tourner ton affaire. Ouais. Ouais, bah même en fait c'est même c'est difficile c'est difficile de savoir exactement le pourcentage, parce que du coup ça vient un peu de partout. Moi je suis pas forcément je suis plus un gros créatif qu'un gros qui va traquer l'attribution de chaque truc, donc je préfère juste demander. Là où j'ai bien fait mon job, c'est quand la personne, je lui demande où est-ce qu'il m'a trouvé et qu'il me dit je sais plus. Ça, je trouve que c'est parce que je suis rentré dans sa tête et dans sa vie, tu vois, grâce aux algorithmes. Et ça, c'est plutôt cool. Mais ouais, je t'avoue, ça c'est un truc que tu peux pas trop estimer, mais je pense que oui, ça doit être dans ces tranches-là. Mais de toute façon, tu vois, c'est aussi une boucle très, très, très création de contenu, c'est une boucle très, très saine, parce que ça attire des gens. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah, bah, tu cherches un gros hacker, c'est Kevin, tu vois. Du coup, en gros, même si c'est pas des gens qui achètent, c'est des gens qui recommandent, des gens qui te suivent, des gens qui aiment bien ce que tu fais, qui vont même t'envoyer du love parfois, tu vois, ou commenter ou liker tes posts sans être forcément des clients. Donc en fait, tu crées ton espèce de petite squad, tu vois, ta petite tribu de gens qui te suivent et qui aiment bien ce que tu fais, et ça fonctionne. Après, je pense que pour créer du contenu, il faut quand même avoir une certaine, une bonne capacité de vulgarisation, une créativité aussi sur les contenus que tu vas faire. Les Américains sont hyper forts pour ça, tu vois, sur les formats que tu vas faire. Moi, par exemple, tu vois, ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est j'ai fait un groupe Telegram pour expliquer le lancement de mon SaaS.
2 fois par semaine, je vais faire des recordings et je vais lancer un podcast sur comment. Donc, mon objectif, c'est d'atteindre 10 000 euros par mois avec ce podcast, avec ce SaaS. Et je vais dire, voilà, quelles sont les galères que j'ai eues, comment est-ce que je m'en suis sorti, etc. Et en faire une saison 1. Donc, comment passer de 0 à 10 000, mais peut-être que ça va être 5 000. Mais en tout cas, voilà. Ouais, ça, c'est le meilleur moyen, effectivement, de créer du contenu facilement, entre guillemets, c'est de documenter ton aventure. Ouais. Il y a, si vous lisez le livre de Guillaume Moubèche, qui explique bien, c'est un explorateur, putain, je me rappelle plus, plus non, Holo, ça se finit en O, je sais plus. Bref, en gros, c'est l'histoire d'un explorateur un explorateur qui avait découvert l'Inde. Alors, les gens qui m'écoutent, peut-être qu'ils vont se foutre de ma gueule, ils m'y connaissent rien, cette histoire, mais je crois que c'était l'Inde. Et en fait, il avait, c'était pas la première personne à avoir découvert l'Inde. Depuis des centaines d'années, des milliers d'années, on avait découvert l'Inde, sauf qu'en fait, c'est le seul à avoir documenté son trajet vers l'Inde. Et du coup, c'est le seul dont on se souvient d'histoire, dont on connaît le nom et qui a marqué l'histoire, même si je m'en souviens plus aujourd'hui, j'ai un trou. Marco Polo. Ah putain, oui. Voilà, Marco Polo. Et du coup, tu vois, c'est une bonne analogie sur comment est-ce que en fait, c'est cette personne qui marque l'histoire, c'est les personnes qui documentent leur contenu. Et en fait, moi, je suis vraiment né dans l'école The Family, tu vois. Et ça m'a donné beaucoup de courage de voir que il y avait des choses en fait que Oussama par exemple disait et que le lendemain il était plus du tout d'accord avec ce qu'il disait et que dans un mois il était plus du tout d'accord avec ce qu'il disait. Moi j'enregistre des podcasts, parfois j'ai honte de les écouter parce que juste mon mindset a changé, parce que j'ai appris des choses qui sont différentes maintenant et en fait c'est fine, tu vois, c'est pas grave. Tu vois, pareil, je me rappelle plus de Marco Polo, pourtant je vais raconter quand même l'histoire. Donc il faut avoir vachement de résilience et il faut avoir une très bonne, tu vois, genre typiquement Guillaume Moubèche est très fort là-dessus. Il a très bien à raconter des histoires, à faire des analogies. Il faut essayer de trouver des mots très simples et c'est ce qui fonctionne le mieux, en tout cas, je pense aujourd'hui sur le contenu LinkedIn. Donc LinkedIn, même tous les autres, pour raconter des histoires. Et ça, c'est un truc qu'on a pas malheureusement en France. Ouais. Il nous reste 5 minutes, Kevin. Okay. Donc, on va passer aux questions de la fin, si c'était OK. Donc, les questions de la fin, c'est des questions assez classiques. Il va falloir que je les change bientôt. Parce qu'on a les mêmes questions dans tous les podcasts. Est-ce que tu as du contenu à conseiller aux auditeurs ? Est-ce que tu as du contenu à conseiller aux auditeurs ? Moi, j'écoute un peu de podcasts. J'en écoute un, c'était Wild Marketer, que j'aime bien. Je le connais pas celui-là. Bien sûr, je l'ai écouté. Celui-là, je l'aime bien. Il fait des bons formats. Je regarde pas mal de contenu américain. Moi, je suis un peu. En fait, l'information que j'ai, elle est vachement définie par l'algorithme, malheureusement. C'est-à-dire qu'en fait, je m'intéresse à des contenus que l'algorithme me laisse faire. Donc, en fait, au final, tu n'as plus vraiment besoin de suivre des gens. Tu as juste laissé l'algorithme te conseiller des trucs qui sont intéressants. Ils sont plutôt très, très forts. En termes d'inspiration sur les outils ou sur les contenus, j'utilise bien entendu Product Hunt. Je pense que peut-être pas beaucoup de gens doivent connaître, mais ça reste quand même une base d'inspiration assez intéressante. Et puis, je traîne aussi dans pas mal de groupes Facebook. Ou de groupes Slack dans lesquels je m'inspire aussi de quelles sont les problématiques des gens aujourd'hui. Il y a un groupe et que je recommande d'aller qui est cool, c'est un forum Gros Hacking, c'est grosshacking.fr pour ceux qui s'intéressent un peu aux grosses. C'est un forum qui est très très cool. Voilà. Ok. Est-ce que tu as des outils ou des routines qui t'aident au quotidien ? Ma routine, c'est de me lever le matin et de créer des contenus dès le matin. Parce que après dans l'après-midi, après avoir enchaîné les calls, bon là on a le podcast, donc j'ai pas eu le temps de le faire, mais je vais m'y mettre après, surtout que c'est fatigant. Donc t'as besoin beaucoup d'énergie pour créer du contenu. Donc c'est forcément le matin. Après je me laisse beaucoup à l'inspiration et à la créativité. C'est quelque chose d'extrêmement important pour moi, donc je parle encore aux personnes aux clients potentiels que j'ai au téléphone. C'est un truc que je veux vraiment pas perdre pour l'instant. Je pense que si tu mets, tu vois, des barrières, peut-être en tant que commercial, tu as connu ça, tu perds. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle le contenu de ma formation correspond bien aux personnes qui viennent me voir, c'est que je les ai encore au téléphone et que je sais les questions qu'ils me posent et je sais quel type de contenu je dois créer pour eux, tu vois. Donc ça, c'est un truc qui m'inspire énormément. Donc je continue à faire les calls que je fais.
Et puis surtout, je pense pour les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs qui sont là, parce que tu me demandes s'il y a des routines, surtout il faut passer du temps pour soi. C'est peut-être con à dire, mais c'est un truc que j'ai pas fait pendant des années. Il faut que votre business soit au service de votre vie et pas l'inverse. Vraiment essayer de reposer un peu votre cerveau de temps en temps, de bien dormir, ça fait du bien. Voilà. Ok. Écoute, il nous reste 2 questions, on finit, il nous reste 2 minutes, c'est parfait. Est-ce que il y a une compétence que tu n'as pas aujourd'hui que tu aimerais avoir? Et dernière question, si tu peux inviter quelqu'un sur le podcast, tu invites qui? Est-ce qu'il y a une compétence que j'ai pas aujourd'hui que j'aimerais avoir professionnelle, tu veux dire? Oui, professionnelle, à moins que tu penses à autre chose. Faire des plats ouais, en vrai, spécifiques, franchement, j'aimerais bien être meilleur en graphisme et en design, même si j'ai essayé de faire des efforts. Pourtant, je dessinais beaucoup quand j'étais gamin, je faisais beaucoup de peinture, je suis vraiment dans l'air un peu artistique. Mais faire du design est quelque chose de beau, je trouve que c'est extrêmement difficile, donc j'admire énormément les gens qui le font. Ouais, design et même du montage vidéo, etc. Je trouve ça trop important aujourd'hui de savoir faire ça. C'est-à-dire plus en plus de métiers, tu vois, je trouve que moi, ça me saoule de le faire, mais je pense que si c'est vraiment ton job à full time, tu dois t'éclater à faire des gifs, des montages, des trucs. Donc ça, vraiment. Tu vois, je pense que ça va devenir de plus en plus accessible parce que, par exemple, le montage vidéo. Moi, je fais du montage podcast et les peu de fois où j'ai testé le montage vidéo, ça m'a un peu gavé parce qu'il y avait trop d'options, etc. Et là, t'as un logiciel qui est sorti qui s'appelle CapCut, qui est fait par le créateur de TikTok également. Et en fait, ça devient hyper simple de faire du montage vidéo. Et un peu pareil sur le design, je pense que c'est pour le design pour les nuls, mais Canva, ça te permet de faire des petites choses. Et je pense que plus les outils vont se développer comme ça, etc., plus les gens, un peu comme le no-code, vont pouvoir faire des choses qui n'étaient pas accessibles avant et qui vont le devenir parce que les outils vont devenir de plus en plus Je suis 100% d'accord. Ouais. Je suis 100% d'accord avec toi, mais j'ai toujours l'impression que les trucs que je fais sont moches. Donc voilà, c'est pas grave. Mais en gros, c'était encore plus moche avant. Donc si les gens veulent me donner leur feedback sur mon site internet, avec plaisir. Mais voilà, ça c'est une compétence que j'aurais bien aimé avoir. Et la deuxième, j'ai oublié, excuse-moi. Donc voilà, il reste 1 minute. Qui voudrais-tu inviter sur le podcast? Moi, j'adore ce qu'il fait. Il a d'ailleurs un très bon mindset. Vu qu'on a pas mal parlé de LinkedIn, je te recommande d'interviewer Ruben Tayeb. Je sais pas si tu l'as déjà interviewé. Elle a une très bonne vision sales sur LinkedIn et lui, il parlera encore mieux que moi, je pense, de toutes les techniques qu'il utilise pour pouvoir augmenter ses closings. Donc, il a pratiquement tout automatisé, toute son acquisition, toute sa prospection, et ça fonctionne extrêmement bien. Il fait beaucoup de vues, beaucoup plus que moi, parce qu'il a 50 000 abonnés sur LinkedIn, et ça a été l'un des premiers à inventer des contenus, à transformer les contenus et à l'appliquer dans son métier d'agence en tant que commercial. Donc, c'était vraiment un des premiers influenceurs LinkedIn. Donc voilà, je te recommande d'aller interviewer Ruben. Allez, ça marche, Kevin. Bah écoute, on a fini, on a respecté le timing, tu vois, je t'avais dit 11h30, 11h27, c'est parfait. Parfait. Kevin, si on veut te joindre, on te trouve sur LinkedIn, j'imagine? Ouais, sur LinkedIn. N'hésitez pas à regarder aussi ce que je fais sur YouTube si ça vous intéresse. Je me lance sur TikTok, je vais reprendre les vidéos. J'avais fait un hack par jour, mais bon, je me suis un petit peu trop chauffé, tu vois. C'est ça aussi le gros pour la petite conclusion, c'est en fait faire des choses. Comme tu vois, mon post Telegram, je l'avais pensé ce matin. Peut-être que j'ai une idée encore qui va venir dans 1 heure que je vais abandonner par la suite, mais en tout cas, c'est juste de faire le maximum de choses. Donc ouais, si vous voulez me contacter, n'hésitez pas sur LinkedIn. Je suis pas trop email, mais LinkedIn avec plaisir. Sinon, je suis dans des forums ou des choses comme ça, vous pouvez trouver mon nom. Cool. Bah écoute, merci Kevin. Donc si vous voulez vous former au growth hacking, n'hésitez pas à contacter Kevin. Je te souhaite une bonne continuation. J'espère te voir sur d'autres projets et tester aussi ton logiciel. Ça avec plaisir. Beaucoup. Voilà. Bon, merci à tous. Merci Alexandre pour l'invitation et puis à très bientôt. Ouais, merci à toi Kevin. À bientôt tout le monde. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, ça nous aide à monter dans les classements. Vous pouvez aller sur le site l'héros-de-la-vente.com pour retrouver l'ensemble de nos contenus. Vous pouvez aussi mettre un tip sur notre page tipeee.com et je vous invite à me contacter sur LinkedIn si vous avez un sujet à me proposer autour de la vente. À bientôt et belle vente à tous.